L'histoire de la nourriture se mêle à l'histoire de l'économie. Bonjour Dominique Flaveur. Bonjour Laurent Lebesse. Merci d'être avec nous. Vous arrivez de Sud et vous êtes gastronome et vous publiez Fromage suisse chez Glénat. Alors, quelle est la part de chauvinisme d'affirmer que la Suisse est le premier pays du fromage ? Oh, la part, c'est difficile si on est en France, parce que la France est aussi un grand pays de fromage, mais la Suisse était vraiment un tout petit peu l'origine de beaucoup des fromages dans ce monde et avec une influence immense sur l'industrie fromagère mondiale. Alors justement, aux dernières récompenses fromagères suisses à Neuchâtel, c'était fin septembre, il y avait plus de 610 variétés de fromages qui ont été présentées. Je parle sous votre contrôle, c'est bien ça ? Oui. Alors, pourtant, cette tradition, notamment du lait cru, a failli disparaître. Pourquoi ? Oui, ce sont des standards d'hygiène en Europe qui ont provoqué une chute de cette culture. Comme vous voyez en France, par exemple, le taux des fromages au lait cru, c'est environ à 10% de tous les fromages. En Suisse, on est encore à 60-70%. Mais ça a changé beaucoup en Europe parce qu'il y a toujours des hystéries aussi en ce qui concerne la hygiène. Mais la première réponse que vous donnez, ça concerne l'économie fromagère planifiée. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme qui est un peu barbare ? Oui, au XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, tous les pays ont voulu un tout petit peu protéger leur économie. Et en Suisse, on a créé l'Union fromagère qui était là pour vendre les fromages à l'étranger, pour faire la promotion pour les fromages à l'étranger. Et ce qu'ils ont fait dans cette économie planifiée, ils ont seulement vendu les fromages ou fait de la promotion pour les grands fromages comme l'Emmental, le Gruyère et le Sprinz, et pas pour le reste. Et pendant ce temps de planification, tous les autres traditions ont disparu plus ou moins. Et alors vous dites même, à l'intérieur de ce très très bel ouvrage, que les Suisses mangeaient du fromage quasi industriel et avaient perdu justement le goût de ce fromage de tradition. Évidemment, je crois, côté consommateur, les Suisses ont tout petit peu perdu la conscience qu'ils ont un très grand produit, un produit très connu. Si vous demandez un Arabe, un Japonais ou quelqu'un du Brésil, ce qu'il connaît de la Suisse, il vous dit toujours le fromage, le chocolat, peut-être les banques aussi, c'est bien sûr. Mais les banques, oui. Mais je crois vraiment que il y avait le fin de cette union fromagère en 1998, et grâce à ce fin, il y avait une renaissance immense des fromages suisses, et tous ces traditions qui sont disparues ont vécu une forte renaissance. Alors à 12 ans, vous m'aviez dit qu'avec votre chien, vous alliez chasser la truffe, avec succès d'ailleurs, et vous me disiez la truffe de Bourgogne. Aussi la truffe de Bourgogne, oui. Alors, d'où est-ce que vous vient cette passion pour la gastronomie ? Ça a commencé très tôt. La nourriture m'a toujours fasciné, l'histoire de la nourriture surtout, parce que je me suis rendu compte que même mes grands-parents, ils n'ont pas mangé ce que nous mangeons aujourd'hui, et que après un certain temps, je me suis aussi rendu compte que en Europe, on était très très influencé par les Arabes, par les Chinois, et après aussi par le Nouvel Monde, avec tous les produits qu'on a reçus des deux Amériques. Alors, dans ce très très bel ouvrage, les photos sont de Fabien Scheffold. Vous montrez également un ensemble de fromagers. On va en voir un qui est absolument sublime, qui s'appelle Félix. Félix Giger. Voilà. Oui. Expliquez-nous, Félix Giger, qui est une sorte de Zeus avec une énorme barbe. Expliquez-nous ce qui va lui arriver à Félix Giger bientôt. Alors, Félix Giger, il est un fromager dans la 5e ou 6e génération. Voilà, on le voit ici à l'antenne, oui, torse nu. Il est dans c'est comme une peinture du XVIIIe siècle. Il produit encore le fromage comme son avant-grand-père a produit le fromage dans son petit chalet d'alpage, mais avec une passion qu'on ne trouve pas partout. Il produit un fromage. S'il arrête dans 2 ou 3 ans, ça serait une grande perte pour les fromages suisses. Et c'est ce qui risque de se passer, puisque vous me disiez qu'il a 63 ans. En quoi est-ce que ces fromagers suisses
ont en fait influencé les autres fromages dans le monde. Oui, c'était pendant toute l'histoire, surtout après la guerre des 30 ans au XVIIe siècle. Pendant ces 30 ans, la Suisse n'était pas en guerre, mais tous les pays autour de la Suisse étaient en guerre. Ils avaient besoin de la nourriture et surtout les armées, surtout l'armée française et l'armée hollandaise. Ils ont demandé les fromages en Suisse en très grande quantité. La Suisse vivait une haute conjoncture des fromages pendant ces 30 ans. Après la guerre, cette haute conjoncture est finie et la Suisse entrait dans une économie de misère. Ça veut dire que après cette guerre, des dizaines de mille de fromagers suisses sont émigrés et la plupart partent vers la France. Et on connaît même les mots, le gruyère de Comté, le gruyère de Beaufort, même en Auvergne, même en France du Sud, il y a milliers des fromagers suisses qui ont influencé aussi l'industrie fromagère en France. Mais il y a des pays plus éloignés et plus surprenants. Vous parliez par exemple de la Turquie. Ouais. Oui, en Turquie, le fromage produit en très grande quantité s'appelle Graviera Peyniri. Ça veut dire Peyniri veut dire fromage en turc, mais Graviera ça vient du gruyère. Mais c'est la même chose en Allemagne. La plupart des fromages en Allemagne étaient développés par des Suisses et surtout aux États-Unis. Les États-Unis sont le producteur le plus grand du monde des fromages, pas d'une qualité reconnue en Europe, mais 60% de tous les fromages qui sont produits aux États-Unis sont produits par des immigrés suisses. Vous avez depuis 12 ans créé à Zurich une école de cuisine, alors vous devez sûrement enseigner les 3 méthodes fromagères, vous me les avez appris d'ailleurs, c'est le lait cru, la thermisation et la pasteurisation. Laquelle, selon vous, est la plus risquée sanitairement ou hygiéniquement, si on doit parler de termes précis? Ça dépend du fromager, parce que chaque fromager qui adapte les standards d'hygiène peut produire au lait cru, thermisé ou pasteurisé. Les derniers scandales qu'on avait, le scandale hygiène avec des listeries, des bactéries en Europe, c'était surtout avec des fromages pasteurisé et pas au lait cru. Et je crois vraiment que si on travaille proprement, si on accepte les standards d'hygiène, tous les fromagers peuvent produire des fromages au lait cru. C'est une autre chose dans l'industrie. L'industrie travaille avec des très grandes quantités de fromage. C'est pas important si on mange un fromage industriel, si c'est pasteurisé ou thermisé. Ils doivent le pasteuriser parce qu'il produit avec du lait de tous les coins du monde. Et la pasteurisation est une forme de conservation pour la nourriture moyenne. Alors, d'un mot, qui a dit le fromage fait tout digérer sauf lui-même? Je ne sais pas. Alors, c'est l'écrivain américain James Joyce. Et on se quittera sur cette citation de James Joyce, je le répète, le fromage fait tout digérer sauf lui-même. Merci beaucoup Dominique Flammer. Fromage suisse aux éditions Glénat, c'est un livre absolument magnifique où on découvre vraiment un ensemble de fromages et c'est absolument sublime. Merci à vous d'être venu depuis la Suisse beaucoup, très gentil. pour nous présenter